Allez, on parle d'immigration ce matin, l'un des sujets qui structure le plus non seulement le débat public en Guyane, mais plus globalement la société guyanaise dans son ensemble. Économie, démographie, culture, inégalité sociale, parler de la question migratoire, c'est regarder en détail comment la Guyane évolue sur de nombreux sujets. Parfois complexes ces sujets à comprendre, car les circulations migratoires projettent la Guyane dans un espace mondial qui va bien au-delà des bassins frontaliers, du Suriname et du Brésil. Les immigrés viennent de France hexagonale, de Chine, d'Haïti, des Caraïbes, des espaces ondins, Pérou, Bolivie et même d'Afrique, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire. Or, et c'est ce que notait déjà il y a une quinzaine d'années le géographe Frédéric Piantoni, expert de la question migratoire en Guyane, l'immigration, je cite, est révélatrice d'une crise structurelle et identitaire depuis les années 90 sur le territoire. Pour en parler, Frédéric Piantoni est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Frédéric Piantoni. Vous êtes géographe, maître de conférences HDR à l'université de Reims Champagne-Ardenne et vous avez travaillé sur les circulations migratoires et les migrations en Guyane. Première question déjà, assez large pour commencer, pour présenter un petit peu vos travaux. Un géographe qui étudie les migrations en Guyane, concrètement, ça veut dire quoi? Sur quoi est-ce que vous avez travaillé? Je vous pose la question pour que tout le monde arrive à situer votre domaine de recherche. Les migrations en Guyane ou ailleurs sont des phénomènes qui sont extrêmement spatialisés. À l'échelle de la Guyane, par exemple, on voit très bien que les migrations qui sont dans le nord-ouest guyanais et dans le fleuve sont différentes de celles qui sont sur les grands pôles urbains, Kourou ou Cayenne, sont encore différentes sur la route de l'Est. Donc, en réalité, la question migratoire, elle traverse les sociétés et les sociétés s'ancrent spatialement. Et cette question spatiale intéresse directement les géographes puisqu'elle produit des liens, elle produit des relations, elle produit des rapports de pouvoir qu'on voit dans l'espace, dont on observe les traces dans l'organisation, par exemple les quartiers spontanés par rapport à la ville, mais pas que. Donc on les voit sur les circulations, les mobilités, les routes. Donc finalement, les migrants, comme les autres, sont des acteurs spatiaux. Et donc ça intéresse le géographe en premier lieu. D'un point de vue spatial, du coup, dans les liens que la Guyane peut avoir avec les pays frontaliers, on va dire, de toute la région, qu'est-ce qu'on peut dire à quel point il y a des connexions, on va dire, qui sont marquées avec tel ou tel pays? Oui, les migrations en Guyane sont d'abord une migration de contiguïté, c'est-à-dire qu'elle vient évidemment des années 80, des crises d'abord haïtiennes avec la fin des Duvaliers, et puis ensuite des crises structurelles et sociales et sociétales, même qu'on a eu au Suriname, la guerre civile de 86-92, la crise de la noix du Brésil, et puis bien antérieurement, elles viennent des filières qui ont été mises en place globalement depuis l'expédition de Kourou au 18e. Et donc, on retrouve aujourd'hui toutes ces filières dans la manière dont la Guyane, par exemple, échange des remises, c'est-à-dire de l'argent. La Guyane envoie de l'argent, mais elle reçoit de l'argent. Et toute cette circulation, c'est-à-dire les circulations de biens, de personnes, de flux financiers, de flux commerciaux, on le voit évidemment, on le voit évidemment en Guyane. Donc cette circulation, elle est à plusieurs échelles. Ça aussi, ça intéresse le géographe. Si on observe un phénomène à Saint-Laurent-du-Maroni, on voit que les qualificatifs sont toujours très exagérés, très invasifs, etc. Mais en réalité, si on observe ça à l'échelle de la Guyane ne reçoit finalement que des flux qui sont très résiduels par rapport à l'ensemble des flux à partir du Brésil, par exemple vers l'Europe, du Suriname vers la Hollande, d'Haïti vers les États-Unis. Vous avez commencé à le dire et on le sait évidemment, la dynamique migratoire en Guyane, elle est ancienne. On parle souvent, même très souvent, de la Guyane comme une terre d'immigration. Ça commence dès le XVIIe siècle et puis ça s'intensifie au XIXe. Dans un article que vous avez signé il y a quelques années maintenant, 30 ans d'immigration en Guyane, Frédéric Piantoni, vous parliez, je vous cite, d'une diversité des types migratoires depuis les années 80. Est-ce que vous pourriez voilà, déjà recontextualiser un petit peu les choses? Qu'est-ce qui se passe véritablement à cette époque-là, dans les années 80, non seulement en Guyane, mais aussi dans les pays voisins? Les années 80 sont intéressantes. Alors d'abord en Guyane. En Guyane, c'est la décentralisation, c'est-à-dire la capacité pour la Guyane de prendre en charge une partie de son développement. Et notamment, ça s'est traduit par la construction, dans un premier temps, d'infrastructures, les ponts, beaucoup des ragissements de routes. On a du mal à s'imaginer quel était le paysage guyanais avant les années 80, tant la région, à l'époque, a fortement investi pour développer ce territoire. Et quand on regarde dans le temps long, je veux dire, chacun fait son travail. Il y a vraiment énormément de réalisations, d'aménagement du territoire qui sont très importants. Donc ça, c'est plus, on va dire, pour la partie Guyane. Évidemment,
des deux côtés, les années 80, ça change beaucoup. D'abord, il y a la guerre civile du Suriname de 86 à 92, et c'est les premiers flux qu'on va appeler les PDS, peut-être certains s'en souviennent, des populations provisoirement déplacées du Suriname, qui vont être localisées dans des camps proches de Saint-Laurent, d'abord sur l'aérodrome, et puis après dans les camps de PK8, PK9, et puis Charvin sur les CD9, CD8 et CD10. Mais par contre, c'est de cette époque-là que date le barrage d'Irakubo, qui aujourd'hui n'existe plus, mais il y a eu pendant très longtemps, certains s'en souviennent aussi, ce barrage qui bloquait la population qui sortait de l'Ouest guyanais, mettant une véritable discontinuité dans ce département. De l'autre côté, au Brésil, on a ce qu'on appelle la crise danoise du Brésil, et puis la fin de grandes exploitations aurifères, notamment la Serra Pelada, qui font que bon nombre d'orpailleurs brésiliens vont se rabattre sur la Guyane, d'abord côté surinamé, dans la zone un peu du contesté, là, entre le Tapanaoni et puis l'Alawa, et puis après carrément à Maripasoula. Souvenez-vous, c'est la grande époque des orpailleurs d'Iboni, voilà, dont certains vont rejoindre un peu les Jungle Commando après, quoi. Donc on a plusieurs aspects, donc, et Haïti évidemment, j'ai oublié, puisque je parle beaucoup du Brésil, du Suriname et d'Haïti, parce que c'est à peu près 80% de l'immigration des étrangers, hein. Donc c'est 80%, c'est beaucoup, même si on a plus d'une centaine de nationalités présentes en Guyane, chinoises notamment, mais 80% essentiellement sont ces trois nationalités. Et donc Haïti, je le disais, oui, Haïti, c'est vraiment des crises politiques successives, des Duvalier, père, fils, puis Aristide, et puis toute la suite, et évidemment avec des apports qui sont relativement peu importants en Guyane, mais qui sont constants. Et on voit très très bien une population haïtienne, par exemple, qui vieillit en Guyane, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Brésiliens qui repartent autour de 55-60 ans, et des Surinamais qui restent aussi très localisés dans le bassin du Maroni. Ce qui est assez frappant, c'est que pendant très longtemps, et j'allais dire depuis le XVIIIe siècle, on associe toujours immigration et développement pour cautionner l'implantation française et ce choix de département-région qui est la Guyane, la question du développement, puisque la République est une et indivisible et elle doit être au même niveau de vie que les autres. Donc la question du développement est récurrente, avec systématiquement un apport de peuplement censé faire évoluer. C'est pour ça qu'on découvre l'immigration en Guyane, mais en réalité, la Guyane, évidemment, j'enlève les populations autochtones qui étaient présentes, bien sûr, et qui reviennent aujourd'hui comme dans toute l'Amérique latine, hein, bien sûr, mais la question de l'immigration a été une question fondamentale, souvent planifiée, avec forcée, d'abord dans le cadre d'une migration servile, puis ensuite les bagnards, et puis au détour des années 80, justement, alors qu'on a basculé après le plan vert, les années 76, où on décide que bon, finalement, on va arrêter de faire de l'agro-exportation, et ben à ce moment-là, l'immigration arrive. Donc finalement, un moment où on l'attendait plus du tout, et là, c'est voilà, on parle de crise, mais en réalité, la notion de crise, il faut la nuancer, parce que effectivement, c'est un apport qui est relativement conséquent en pourcentage, mais si on raisonne en valeur absolue par rapport à la possibilité de développer cet espace, c'est finalement assez faible. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites au final. C'est vrai que l'État français, l'État colonial français, pendant plusieurs siècles, finalement, n'a eu de cesse que de vouloir peupler la Guyane, envoyer du monde pour développer telle ou telle filière économique. Et en fait, c'est à partir du moment où il se dit, bon, en fait, ça ne marche pas, que là, tout d'un coup, il y a une espèce d'appel d'air qui se crée à partir des années 80, en fait. C'est ça. Alors c'est pas franchement un appel d'air, c'est que, tout au cours des années 60, parce que, la situation en Guyane, vous connaissez la situation économique. Si vous êtes venu tout seul en Guyane, vous vivez pas, hein. Donc, c'est très dur de travailler en Guyane, c'est très dur de rentrer sur, voilà, des communautés qui vont travailler, et donc en réalité, les les grands mouvements qu'on va avoir sont des mouvements qui ont été, dont les filières ont été mises en place à partir du centre spatial guyanais dans les années 60. Vous avez par exemple Oui. beaucoup de Brésiliens qui sont venus travailler, beaucoup, alors un peu moins de Haïtiens, ça commençait, mais aussi les Surinamais et CF, le village Saramacca de Kourou par exemple. Vous voyez. Donc finalement, ces personnes sont arrivées dans les années 80 sur des filières qui étaient déjà existantes. Ils nous ont fait croître, mais les filières étaient déjà là, exactement comme des nationalités qu'on revoit surgir dans les années 90 avec les Andins, par exemple, mais aussi avec aujourd'hui beaucoup Sénégalais, Maliens. J'ai un doctorant justement qui travaille sur ces sujets-là en ce moment, qui a commencé une thèse là depuis le mois de septembre dernier et qui va continuer, mais c'est vraiment très très intéressant, ces migrations africaines. Et bizarrement, elles ne sont pas associées à une antériorité
je pense évidemment à la question servile, ou même celle des tirailleurs sénégalais, par exemple, c'est pas du tout associé à ça, c'est plutôt des rémigrations, c'est-à-dire des personnes qui étaient en métropole, qui avaient des emplois, et qui sont venues travailler en Guyane et qui ont mis en place les filières à partir des années voilà, 80-90. On le voit notamment sur les médecins et à travers tous les scandales qu'on a aujourd'hui. Sauf que j'ai envie de dire, vu que vous aviez commencé à parler, Frédéric Piantoni, des infrastructures et notamment du CSG à cette époque-là, à la fin des années 80, les projets d'aménagement, ils n'ont plus besoin d'autant de main-d'œuvre qu'auparavant et du coup, on assiste à l'accentuation des écarts. Là, je vous cite encore, hein, l'accentuation des écarts entre ceux qui ont accès au progrès et ceux qui n'en ressentent que les effets inflationnistes. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point-là? Oui, c'est que oui, ce que je veux vous dire, c'est ce que j'avais voulu dire à l'époque, il date un peu cet article quand même. Mais bon, je pense que la problématique reste, la logique Encore reste un peu là, d'actualité? encore Oui. d'actualité, oui. Parce qu'en réalité, vous avez une société à plusieurs vitesses en Guyane. Ça serait difficile de dire qu'il y en a que deux ou que trois ou que quatre, mais on voit bien que on a une économie qui est largement dépendante à la fois des fonctionnaires, que de l'organisation, enfin plutôt de l'administration déconcentrée, de l'organisation décentralisée, les deux, l'éducation, etc. Et puis une société qui est complètement articulée avec elle, mais qui ne rentre pas dedans. Et il suffit de regarder les taux de non-régularisation, par exemple, où on a sur ces trois groupes, on a en moyenne des taux de 50 à 60% de personnes qui n'ont pas de papier. Alors, c'est pas qu'ils sont clandestins, ça veut rien dire clandestins, mais ils sont non régularisés, c'est-à-dire que quand vous interrogez les gens au recensement général de population, vous leur demandez s'ils sont étrangers ou nationaux, c'est la question. Et puis ensuite, bah, vous déduisez les étrangers nationaux qui ont été comptabilisés dans le cadre du recensement général de population, de l'INSEE, et vous déduisez évidemment les visas en cours de validité ou pas. Et la différence vous donne les personnes qui n'ont pas de titre, dont le titre n'est plus valable. Et c'est comme ça que vous estimez le taux de population illégale. Et celui-là aussi, il est intéressant pour un géographe parce qu'il y a des variables entre Cayenne, enfin plutôt l'agglomération de Cayenne, Kourou, et puis Saint-Laurent-du-Maroni. Donc ça, c'est très problématique puisque en réalité, un bon nombre de personnes, même si c'est pas énorme en termes de volume, c'est des personnes qui ne sont pas prises en charge par les services médicaux, les services de l'éducation, etc., et qui génèrent du coup le sentiment d'avoir beaucoup plus de personnes que prévu. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'elles n'ont pas été intégrées parce qu'elles n'ont pas de papier, quoi. Ça, c'est archi classique dans le bassin du Maroni. On retrouve toute proportion gardée à Cayenne et puis à Kourou, mais un peu moins quand même. On sait bien évidemment que pour que des populations choisissent d'aller dans tel ou tel pays, il faut que les pays d'accueil aient une image assez positive. On parlait des années 80 tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, la Guyane bénéficiait d'une image de progrès finalement dans la région et qui a pu attirer quand même pas mal de monde. Est-ce que vous savez si c'est encore le cas aujourd'hui ou si, à cause finalement de tout ce qui a été mis en place depuis maintenant plusieurs décennies, l'image de la Guyane, elle commence un petit peu à changer dans les yeux des populations qui pourraient penser à venir sur le territoire? Je pense qu'il en est de la Guyane comme de la France de manière générale. C'est-à-dire que là, je vais aller à l'encontre du discours tenu, mais la France est beaucoup moins attractive qu'avant. Et si on regarde les chiffres, finalement, on s'aperçoit que on est autour de entre 11% d'étrangers et on a toujours à peu près la même proportion. Je ne sais pas si vous connaissez en gros les grandes catégories de personnes qui viennent en France, mais globalement, si vous prenez le volume total des étrangers en France, à peu près 11%, le tiers sont des étudiants, le tiers c'est du regroupement familial, et puis le dernier tiers, c'est à la fois des gens qui viennent pour des questions humanitaires et puis aussi des migrants économiques qui représentent à peu près 10% de ce tiers. C'est pratiquement rien, hein. Donc, et c'est des filières en tension comme les médecins, comme les informaticiens, etc. Donc on n'est pas du tout sur le mythe du migrant pauvre qui arrive. Je ne reprends pas les termes qui sont utilisés dans le langage politique aujourd'hui, mais au contraire, la France est beaucoup moins attractive et je pense que c'est pareil pour la Guyane. En Guyane, on n'a pas forcément de croissance économique très forte. La population n'a pas considérablement augmenté, hein. On n'est pas passé on attendait une énorme croissance démographique depuis les années 90. En fait, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 300 000 personnes, voilà, que ça bouge pas et ça ne peut pas bouger parce que le bassin de consommateurs reste finalement assez faible et que pour travailler en Guyane, il faut être dans une filière
et être, vous connaissez toute la question du filon, etc., etc. Donc, vous pouvez pas travailler comme ça facilement. En Guyane, il y a beaucoup de concurrence et notamment sur, ce qu'on appelle l'informel par défaut, mais qui est très structuré. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'études sur l'informel en Guyane. Ça serait vraiment souhaitable, là aussi, qu'il y ait vraiment une étude, puisque au cœur de ça, on retrouve les immigrés. Et si vous prenez la Guyane pendant les périodes de vacances, bah, vous avez plus de poissons. Voilà, vous avez plus d'agriculture. Donc, on voit bien que là, ça pose un véritable problème. Et je crois que j'avais dû écrire ça aussi, c'est que les immigrés rapportent beaucoup plus que ce qu'ils coûtent. Et ça, c'est aussi valable en Guyane et c'est valable partout ailleurs, y compris d'ailleurs aux États-Unis. Vu que vous parlez de chiffres, d'ailleurs, Frédéric Piantoni, je me permets de vous couper. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une représentation assez fine de la situation, ou bien, on manque de données, on manque de statistiques, et du coup, en fait, c'est un petit peu la porte ouverte aux discours qui se font au doigt mouillé, quoi. Mais oui, je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on peut dire ça parce que une bonne partie des variables qu'on utilise sont des variables qui sont tout à fait adaptées à des pays européens dans lesquels la circulation, la mobilité reste très contrôlée. Enfin, quand je dis contrôlée, elle est approchable. Dans le cas guyanais, la question des adressages, par exemple, la question sur le fleuve, mais pas que, la question des quartiers, la question de la structuration, fait que on peut assez difficilement comptabiliser, même si des enquêtes sont faites, hein, mais peut-être que voilà, les variables qu'on utilise pourraient changer. Et je pense qu'effectivement, depuis les années, j'ai dû partir en 2014, il y avait déjà plus de programme à partir de 2012. Donc oui, je pense on manque vraiment de programmes, de données depuis pratiquement voilà, 10-12 ans, quoi. Et la situation a évolué. On ne le voit pas forcément, mais effectivement, ça alimente tout et son contraire. Et je trouve que voilà, tantôt des idéalistes voilà, du sans frontières, tantôt des plus conservateurs. Donc, je pense que vraiment, pour parler de tout ça, il faut mettre en place des études. Et je pense c'est pas qu'on aurait des surprises, des premières grandes surprises quand même, on les avait eues quand on s'est aperçu que la Guyane envoyait de l'argent et en recevait tout autant et rentrait dans la mondialisation. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'on ne prend pas assez en compte, ça. Donc, il y a vraiment un besoin important voilà, de chiffres, de données, de réflexion sur ce qu'est aujourd'hui l'immigration voilà, en Guyane et dans ses rapports avec les autres pays. Vous avez prononcé le mot de crise tout à l'heure, Frédéric Piantoni. Est-ce que c'est en ça, sur cet aspect-là, que l'immigration, elle vient révéler une crise qui est d'abord et avant tout économique, en fait, et en lien avec le marché du travail? On parlait tout à l'heure là, des années 80, avec finalement certains progrès qui ont été faits d'un point de vue social, sanitaire, avec la construction aussi d'infrastructures. Mais de l'autre côté, on sait très bien au final que les réelles capacités de développement de la Guyane et que le marché du travail n'a pas été n'a pas augmenté. Est-ce que aujourd'hui, 20 ans plus tard, finalement, on paye le prix de ce qui n'a pas été fait depuis une quarantaine d'années sur le sujet finalement du marché du travail? Je pense que le marché du travail est une variable, mais qu'il y en a d'autres. Et notamment des questions de politique d'intégration, d'altérité. Et ça passe notamment par des régularisations de personnes qui auraient pu peut-être aller à l'école, puis ces enfants auraient pu rentrer dans la société, auraient pu revenir, créer des choses. Donc je pense que euh, souvent la question migratoire, et pendant très longtemps, on l'a réduite à la question économique. En réalité, elle est une composante ordinaire des sociétés. Là, je cite François Héran. Oui. Et il y a un renouvellement. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si on paye ou si c'est encore une crise. Euh, ce serait une crise si c'était vraiment conjoncturel. Là, on s'aperçoit que la migration est plutôt une fonction miroir des déséquilibres, en réalité. Et ces déséquilibres, ils sont quand même maintenant structurels. Et c'est peut-être sur ces sujets-là qu'il faudrait aussi travailler. Par exemple, la question de l'informalité, la question du foncier, la question de l'exploitation minière. Vous voyez, on est toujours pris entre deux feux, entre je disais, des grands idéalistes ou du sans frontières ou de l'environnement, et puis de l'autre côté, des conservateurs de l'identité, avec tous les discours qui vont avec. Et je pense qu'on manque vraiment de débats construits. Je veux dire, entre les deux, il y a quand même une, une possibilité de débat pour essayer d'avoir des formes de développement. C'est un terme que j'aime pas trop, mais le terme, c'est ça quand même, de développement un peu consensuel, quoi. Ouais. La question, par exemple, de l'environnement, elle est intéressante. Maintenant, ça veut dire aussi qu'il faut monter en tourisme. Oui, mais pour venir en Guyane, il y a un problème de monopole. Enfin, vous voyez, donc tout ça, finalement,
se surajoutent et le tout est bien plus que la somme des parties en matière de freins. Donc je pense qu'il y a une grosse réflexion à mener. La région le fait, hein, je pense que moi je suis pas du tout, je jette la pierre à personne. L'État fait son possible, la région fait son possible. Je pense ils ont tenté énormément de voies et de fait, dans ce qui se voit aujourd'hui, c'est la construction immobilière, peut-être des formes de blanchiment, voilà. Voilà, mais on n'a pas d'effet d'entraînement avec le développement d'un secteur productif, par exemple, qui pourrait permettre à la Guyane, hors économie informelle, de s'en sortir. On est vraiment très très loin de la question de l'invasion de ce territoire, hein. Si on regarde des populations brésiliennes, elles repartent toutes à 55 ans. Je veux dire, c'est pas très compliqué, hein. Et de la même manière, on a beaucoup de gens qui partent quand ils arrivent à la fin de l'âge actif. Donc les gens ne s'établissent pas en Guyane, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas, voilà, les gens font pas des enfants à Tire-Larigot. Très rapidement, là, on va arriver en fin de transition démographique. Et c'est un peu spectre de la Martinique ou de la Guadeloupe où il n'y a plus d'enfants. Alors Je que à me Saint-Laurent, permets de vous couper, une fin de ouais, transition démographique, ça veut dire quoi exactement? eh ben, ça veut dire que les gens auront moins d'enfants, vont commencer à avoir moins d'enfants. Parce que vivre avec beaucoup d'enfants, ça devient très difficile. Et du coup, les gens vont commencer à avoir moins d'enfants. Et donc, la croissance, cette croissance naturelle qu'on a eue en Guyane, faudrait que je regarde les chiffres, mais je ne serais pas surpris qu'elle soit plutôt en stagnation. Alors que dans les années 90, on faisait des scénarios quasi apocalyptiques où la population allait exploser, etc. Et ça permettait d'ailleurs d'avoir pour les communes beaucoup de dotations globales de fonctionnement. Ouais, ouais. Vu que vous parlez de communes d'ailleurs, dans l'article dont je parlais tout à l'heure, la 30 ans d'immigration en Guyane, vous analysiez la cartographie par commune des étrangers en Guyane en fonction de leur nationalité, donc surinamaise, pardon, haïtienne et brésilienne. Les chiffres, ils remontent un petit peu, hein, puisque c'était en 2009, mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette répartition et est-ce que vous savez si vos données finalement sont toujours d'actualité? Non, je ne sais pas. Non, je pense que ça reste valable pour le bassin du Maroni, puisque le Maroni est un espace de fonctionnement qui est bipolarisé sur les deux volets frontaliers. Donc ça, on voit très bien quand vous êtes à Albina puis à Saint-Laurent. Même aujourd'hui, même si tout l'ancien marché là, a été refait, puis une place publique, etc. Mais il y a des liens très forts entre les deux, d'échanges. Ce que montraient ces résultats, c'est que les Brésiliens étaient un petit peu partout dans toutes les communes en fonction des opportunités. Aujourd'hui, je ne sais pas. Probablement qu'ils sont repartis, mais que ça peut continuer. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire des études. Quant aux Haïtiens, ce dont je suis certain, c'est que c'est une population qui vieillit en Guyane et que quand on va sur des quartiers ou quand on va à Baduel, tout ça, on voit des grands qui sont dans les maisons. Et ça, on en voit beaucoup sur des lits médicalisés, par exemple. Donc, c'est une population qui vieillit. La plupart ont racheté aussi les maisons de leurs anciens propriétaires de location, quoi. Après, beaucoup d'enfants de cette période-là sont allés faire des études en métropole. Donc, il y a aussi toute une relation à la métropole et de plus en plus avec des pays européens, puisque ces enfants-là sont allés travailler dans différents pays après, exactement comme les étudiants en France et les autres étudiants européens. Donc, ça serait intéressant de voir les relations, moi je pense, intéressantes, hein, transnationales entre la Guyane et puis le reste du monde. Que sont devenus ces enfants des années 80-90 qui sont arrivés dans des camps de PPDS et voilà, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Alors, il y a quelques exemples, je pense à Jessie Américain, mais pas qu'à lui. Enfin, il y a quelques exemples de gens qui ont quand même, qui sont revenus en Guyane et qui mènent des carrières politiques aujourd'hui. Mais dans la plupart des cas, je pense que voilà, il y a des relations qui se sont créées de manière importante entre ces personnalités. Je vois aujourd'hui aussi entre la région de France, puis Reims aussi, beaucoup de populations issues du Maroni qui viennent en France ou qui sont sur les quartiers sociaux et qui sont dans des circulations de produits aussi assez importantes, quoi. Mais tout ça, ça mériterait vraiment des études pour montrer comment la Guyane est au cœur un peu un pivot quoi, dans la mondialisation. C'est intéressant. Oui, et c'est important de le rappeler, c'est vrai que la Guyane fait partie de la mondialisation. Frédéric Piantoni, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc géographe, Merci. maître de conférences HDR à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Merci d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au plaisir. Au revoir.